Les amis du Rubis Club, salut à tous. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Regardez à Toulouse. L'hôte qui nous attend est juste derrière ce rideau. Il nous attend sur la pelouse du stadium. Je vous montre cette petite photo. Comme d'habitude, l'homme est sur cette photo. Il y a une histoire de famille. Quel est notre invité? L'interview Free Ligue 1. C'est parti. Les amis, l'homme de la photo. Il est là à mes côtés, Monsieur Philippe Montagnier, le coach du TFC. Philippe, merci de nous accueillir à la maison. ¿Qué tal, amigo? Comment estamos? Muy bien. On se connaît depuis tellement longtemps. Hein? Ça commence à... On n'avait pas de cheveux gris. Ouais, ça c'est vrai. Hein? Et puis c'est pas fini. Hein. Je montrais aux copains du Rubis Club cette photo en préambule, qui est une photo qui m'a beaucoup marqué. Et tu vas t'en souvenir, on en a déjà parlé tous les deux. Parce que c'est une photo avec... un personnage pour nous qui nous a liés, c'est ton papa. C'est cette photo qui date, que je vais te remontrer, que j'avais publiée dans les canards locaux de Normandie. Tes grands débuts, 1987, 18 juillet, avec ton père, Ben Soussan, qui était Michel. Alors le titulaire, Michel, et tu es lancé dans le Grand Bain, on est en deuxième division avec le Stade Malherbe de Caen. Ouais. Et c'est un peu la surprise, que moi je suis étudiant, je suis amateur. Et pour la petite histoire, j'étais payé au spectateur. Je n'avais pas de contrat. J'avais 50 centimes du spectateur. Non. Donc quand j'avais 3500 personnes, en francs, 50 centimes de francs du en spectateur. fonction du nombre de spectateurs. Ouais. C'est exceptionnel ça. Donc les joueurs amateurs qui étaient dans le groupe pro, on avait une petite indemnité de 300 ou 400 francs. Et par contre, il dit, si vous avez joué en pro, vous avez 50 centimes du spectateur. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était pas un grand match, mais ça m'avait doublé ou triplé. Et comme j'étais étudiant, j'avais pu quand même, ça faisait plaisir. Et mon papa qui était gardien de but, mais ça c'est vraiment une photo qui me touche. C'est intéressant de remémorer tout ça et ce parcours parce que tu es aujourd'hui coach. On va se remémorer ce parcours également de joueur professionnel et donc de gardien de but qui n'a pas forcément été simple au démarrage et on va y revenir avec ces différents clichés que je vais te montrer. Avec bien évidemment Normand à ce moment-là, l'équipe normande qui marchait, c'est le Stade Malherbe de Caen. Ouais. En deux étapes, 88-90, 2 saisons, et puis 91-94, avec des photos que j'ai en mémoire absolument incroyables. Ce match de Coupe d'Europe face à Saragosse, ces grands affrontements, notamment avec Jean-Pierre Papin là, face à l'OM. Je dis souvent à Jean-Pierre qu'il me doit des royalties, parce que dans la cassette de ses buts, souvent je suis souvent dessus quand même. Et je dis à chaque fois à JPP, je dis quand même tu devrais me reverser quelques royalties, parce que je fais un des principaux acteurs de ta cassette. Plus que 50 centimes par but. Ah, plus que 50 centimes. Que gardes-tu comme souvenir de ces débuts à Caen? Bah, pour moi, c'était mon club. Et puis j'ai vraiment grandi. J'étais 3e gardien, j'étais étudiant, j'avais pas de contrat, je passe 2e gardien. Et je passe 1er gardien grâce à Robert Nouzaré qui me titularise en Ligue 1. Et c'est là que ma carrière se lance. Mais on a toujours des contacts. Hubert Fournier, je suis toujours très proche de lui. Rudy Garcia, là, il vient habiter près de chez moi maintenant. On se voit. Éric Péan, qui était de cette époque-là. Donc on a la grande époque du Stade Malherbe de Caen. On a gardé quand même 30 ans après toujours une forte amitié. Et le foot, c'est ça, même pro, peut-être plus à l'époque. C'était le jeu, ce qu'on adorait ça. Et les copains, quoi. C'était le partage. On n'était pas encore dans... maintenant, c'est très médiatisé, Star System. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste après les matchs, aller faire la fête ensemble. Et des fois, quelquefois, un peu avant le match aussi. On pouvait se permettre ça encore à l'époque. On pouvait se permettre ça. La petite parenthèse Football Club de Nantes, comment ça s'est fait? Pourquoi quitter Caen à ce moment-là? Et un an, une saison, 90-91. Ouais, c'était peut-être une erreur de ma part. Ah. Mais je fais une super saison, j'ai une clause libératoire, et puis Nantes c'était un grand club. Et puis j'y vais, je pense que je suis recruté plus par le président que par l'entraîneur qui était Blažević à ce moment-là. Et du coup je joue très peu. Et déçu aussi parce que tu vas à Nantes pour Coco Ciodo, pour Ronaldo Louex, et puis tu tombes sur Blažević où c'est totalement à l'opposé. Donc déçu un peu de l'aventure sportive, et puis tu joues pas non plus. Donc il y a une erreur de casting. Mais c'est toujours des expériences intéressantes et pareil, j'ai gardé beaucoup d'affection. Christian Carambeu, quand on se voit, qui avait fait beaucoup pour me faire venir à Nottingham Forest par exemple, et d'autres joueurs nantais que je croise, Laurent Guyot, tout ça, on a gardé voilà, une affinité, même si c'était qu'une seule année. Sportivement, ça n'avait pas été riche, mais humainement, ça avait été riche. Tu rentres à Caen, donc ça se prolonge, on l'a vu dans le premier passage. Et puis à Toulouse,
Ouais. Et oui, il y a Toulouse derrière. Il y a Toulouse, on est en 94, Ouais. 3 saisons, 94-97. Ouais. Ici même à Toulouse. C'est marrant hein, pour la petite histoire finalement. Comment ça s'est fait ça? Bah, On arrive à Toulouse? je suis fin de contrat ou avec Caen, la dernière année je joue moins. Et puis j'ai la possibilité d'aller à Toulouse. Puis le projet qui se montait, c'était en Ligue 2, mais on avait une grosse équipe. On avait Václav Němeček, capitaine de la République tchèque. On avait François Calderaro, l'attaquant du PSG. Très donc bien, on avait très une grosse équipe. Donc c'était un projet qui m'avait bien plu. Et puis la ville aussi, qui était très attractive. Donc tout ça fait que je débarque à Toulouse. Ça se passe comment? Il faisait trop chaud. Une chaleur. Non, mais pour l'anecdote, je dis à ma femme, on avait ma fille qui avait 18 mois. Maintenant, on a 29 ans, t'as qu'à voir. Tu vois? Et je dis à ma femme, il faut qu'on achète une voiture avec la clim, parce qu'à l'époque, c'était pas systématique, tu vois. La clim, ça commençait. Ah oui. Et je dis, mais on va mourir ici. Donc, première chose que j'ai fait, on a acheté une voiture, une Saab avec la clim, pour pouvoir vivre, pouvoir voyager correctement. Puis un choix se fait, 97, 99, 2 saisons, tu choisis là une température un peu plus clémente. Ouais. Tu pars à Guignon. Guignon. Là, Ouais. tu rases les cheveux, coupe plus, hein, À plus Guignon, commando. Guignon, c'est quand même un club, quand tu vas jouer là-bas, tu dis, s'il y a un club je veux pas aller, c'est là-bas. C'est vrai. Parce que bah, c'est un bled, ça 7000 habitants, c'est paumé, C'est sympa pour les etc. habitants de Guignon, ça. Non, et donc je finis à Toulouse, j'ai une fracture de la main, tu vois, Ouais. ici, et je joue pas les 6 derniers mois, et je me retrouve sans contrat, pas de club, et que Guignon qui me veut. Et ma femme, j'avais 32 ans, elle me dit, Guignon, pas Guignon, t'adores jouer au foot. Continue à jouer au foot, ça va pas durer. C'est ta femme qui te donne Et l'impulsion. ouais, parce que moi j'hésitais, tu vois, j'ai quand même Guignon et tout. Et là-bas, une révélation, club familial, des gens adorables, des mecs, des joueurs, Jean Acedo qui était le capitaine, top. Et je fais 2 années, mais vraiment un plaisir Tu t'éclates. Ouais, vraiment de mon métier, tu vois. Et du coup, je pensais arrêter, je refais un an à Saint-Étienne derrière, Exact. où Robert Nouzaré souhaitait que Exact. je vienne donner un coup de main. Exact, à Saint-Étienne. Et c'est pour moi la boucle est bouquée, parce que Saint-Étienne, c'est mon club. J'étais Ouais. un fan de Kurkovic, Ouais. la finale à Glasgow, c'est le club de tous les Français à l'époque. Et quand Robert me dit, moi j'ai 36 ans, hein, il me dit, mais moi je viens, tu encadres Jérôme Alonso, Jérémy Janot, c'était les 2 gardiens. S'il y a le feu, tu joueras, mais s'il n'y a pas le feu, tu ne joueras pas. Je veux que tu les encadres, je veux que tu sois avec nous. Et comme j'ai déjà passé mes diplômes d'entraîneur, je dis, ah, ça va me faire la petite jonction. Puis il y avait Rudy, je retrouvais Rudy qui était préparateur physique à ce moment-là, là-bas. Donc je retrouvais Rudy, et puis Robert qui m'a mis le pied à l'étrier comme joueur. Finir ma carrière avec lui, ça m'allait bien, c'était une belle histoire. Ça m'amène à une petite rupture. Ouais. Ouais, je vais te faire écouter quelqu'un. Bonjour Philippe, juste une question. Si tu étais toujours joueur à l'heure actuelle, t'aimerais avoir un entraîneur comme toi? Démerde-toi avec ça. Démerde-toi avec ça, il te dit. Bon, Robert Nouzaré. Ouais, c'est quelqu'un important pour moi parce que personne ne me voyait faire une carrière et lui en Ligue 1, il dit le petit, il va le mettre et c'est lui qui me lance. Et après, c'est lui, quand je finis ma carrière, qui me prend comme entraîneur adjoint voilà, Toulouse. à Toulouse ici, Bastia. à Bastia et en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc j'apprends mon métier avec lui. Il te passe un coup de bigot et t'a dit viens avec moi. Ouais. Et Robert, tu peux pas lui dire non. Puis j'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui. Est-ce que j'aurais aimé avoir un entraîneur comme... C'est une question de personnalité. Peut-être que moi j'aimais bien la personnalité de Robert. C'est ce qu'il me fallait comme coach. Un coach cash, qui te dit les trucs. Okay. Tu as pris un peu de lui ou pas? Non, parce que c'est difficile de copier les gens. Par contre, là où j'ai beaucoup appris de lui et que j'ai toujours osé, c'est mettre les jeunes. Lui, il n'avait pas peur. Oui. Hubert Fournier a démarré, moi il n'avait pas eu peur, Fabrice Divert, Franck Dumas. La grande époque de Caen. Ouais. Et ça, j'ai retenu ça, lui, il dit, faut pas avoir peur. Comment se passe ce passage entre assistant de Robert Nouzaré, Toulouse, Bastia, Côte d'Ivoire et Pan, les débuts, 2004? Moi j'aimais bien mon rôle d'adjoint. À Boulogne. Ouais. Et si Robert avait pu me garder, parce que Robert après à Côte d'Ivoire part à Montpellier. Exact. Et il peut pas nous emmener comme adjoint. Pas de staff. Donc tu te retrouves sans rien. Et mon ancien président de Caen, qui s'appelle Jean-Jacques Fiolet, était directeur général Boulogne-sur-Mer en CFA. Ouh. Et on se croise, et puis il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'explique et tout.
Je dis, nous, on aurait peut-être besoin d'un jeune entraîneur comme toi pour la CFA, on veut monter en national, etc. Et je rencontre le président Jacques Ouatté, et Jean-Jacques, et tout de suite ça match. Alors, je dis, moi j'ai envie d'y aller. Ma femme, elle me dit... À chaque fois. Alors là, par contre, elle n'a pas été... Mais elle me dit, tu quittes le monde pro, tu vas dans le monde amateur. Donc c'est 4e division. Je dis, moi je sens le truc, puis c'est un club qui a un potentiel. Je suis sûr qu'on peut en faire un club professionnel. Et seul truc, il faut que je trouve un adjoint. Ah, ouais. Et mon ami Hubert Fournier arrête sa carrière à Rouen, donc il était à côté. J'ai dit, Bébert, tu viens. Et lui, il avait passé ses diplômes, et il me dit, ah mais moi je suis à fond, on prend ça à deux. Et voilà, tous les deux, on part dans l'aventure, parce qu'il a été important dans cette aventure-là. Y aller tout seul, mais aller avec un ami. Et par contre, on faisait tout, c'est-à-dire qu'on s'occupait des gardiens, de la préparation physique. Même Hubert, je me rappelle, il faisait les straps aux gars dans le vestiaire, parce qu'on n'avait pas de kiné. Mais là, tu apprends vraiment ton métier, les mains dans le cambouis, tu es obligé de tout faire, et c'est 7 jours sur 7. En 5 saisons, de franchir les 4 paliers et de monter parmi l'élite, c'est un souvenir impérissable. Au-delà de l'aventure sportive, c'est une aventure humaine. Et je me rappelle, j'avais un jeune joueur que je découvre à ce moment-là qui s'appelait Anthony Lecointe. Il était remplaçant. Mais le gamin, il travaillait, il faisait les filets, tu vois, à la pêche, parce que c'est le premier port de pêche à Boulogne. Puis des fois, je le voyais fatigué. Alors je dis, mais quand même, on l'appelait Mousse. J'ai dit, Mousse, t'as l'air fatigué. Il me dit, ah, mais il avait fait 12 heures d'affilée, 7h, 17h. À faire les filets. À fabriquer des filets. Et puis après, il fallait s'entraîner nous le soir. Je dis, mais Mousse, le coach, mon seul plaisir, c'est de jouer au foot. Mais ce gamin-là finit par avoir un contrat professionnel et être titulaire en Ligue 1. Et il a commencé remplaçant amateur en CFA. Et ça, c'est une aventure humaine. Bien sûr. Voilà, de faire grandir les joueurs. Et vraiment, ça a été... Et ça reste, je suis toujours très lié au Boulonnais, hein, le président Jacques Ouatté, Jean-Jacques Fiolet, et les joueurs m'appellent encore. Pas très loin, tu bouges à Valenciennes ensuite, sur 2 saisons. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Valenciennes? Ça a été aussi la découverte de la Ligue 1 pour moi. Et là, c'est un club déjà plus structuré, avec une histoire, avec des joueurs aussi d'un très bon niveau. Et là, moi j'arrive et on dit, ouais, mais il n'a jamais entraîné en Ligue 1. Ouais, mais puis on démarre par 3 défaites quand même. 3 ou 4 défaites. Et d'ailleurs, la première victoire, elle est ici à Toulouse, avec Valenciennes. Donc, il y a toujours un petit clin d'œil. Et ça a été vraiment, moi, l'apprentissage aussi du haut niveau avec un club de Ligue 1, avec des joueurs plus chevronnés, mais aussi avec une bonne aventure humaine, parce que tu t'en rappelles, mais ça nous avait marqué que quand tes collègues de l'équipe titrent le Barça du Nord, on avait aussi une aventure technique intéressante avec un groupe de joueurs qui m'avait suivi, même si les débuts avaient été difficiles. Ta transition, elle est toute faite, le Barça du Nord, l'écho, la résonance média française, passe les frontières, passe les Pyrénées, et la coup de bigot de la Real Sociedad qui te dit « Vente pa' acá ». Comment reçois-tu ce coup de fil? Dis-moi que tu le demandes à ta femme, s'il te plaît. Après, non, mais au départ, je suis surpris. On est en train de finir la saison avec Valenciennes et c'est l'année où Monaco descend avec 42 points ou 44 points. Je crois que c'est 44 points. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1. C'est-à-dire que sur la dernière journée, on est 10 clubs concernés pour la descente. Et dans la semaine, j'ai la Real qui me contacte et qui me dit on veut vous voir. Et donc, je dis, on va se voir, hein, on se voit à Paris. On discute, mais j'y crois pas trop. Je pense que voilà, ils ont 3-4. Ils sont à droite. Ils sont 3-4 entraîneurs, et puis ils voient les 3-4. Je dis bon, je dois être le 3e sur la liste. Ouais, pour l'expérience, c'est bien d'avoir un entretien. Ils étaient 4-5. Donc voilà. Et puis on fait notre match Nice et on se maintient. Et j'avais prévu de dire aux joueurs faire un pot de départ pour les vacances. Hein. Moi, je suis encore pas pour quitter le club. Pour les vacances. Et puis là, il m'appelle juste après le match, il dit bon, on veut vous recruter. Et là, je vois mon président de Courrières avec qui je suis toujours très proche, qu'on s'appelle toujours, je suis président et je convoque tout le monde. Je dis voilà, j'ai une offre d'Espagne, je suis attaché au club de Valenciennes, parce qu'ils voulaient me prolonger, faire même manager. Mais je dis, mais ça arrive jamais d'entraîner en Espagne. Il y a très peu d'entraîneurs. C'était Reynald 10 ans avant. Reynald, bien sûr. Donc, et puis, voilà, puis je suis sous contrat, donc il va falloir discuter. Et puis voilà, ça a mis un peu de temps, mais à l'arrivée, je me voilà parti pour la Real Sociedad.
Qu'est-ce que tu gardes de cette première expérience à l'étranger? Au passage, bien entendu, pour les plus jeunes, Philippe a eu sous ses ordres le petit Antoine Griezmann, qui était à ce moment-là à la Real Sociedad, qui était un petit jeune pas mal, à qui tu donnais quelques conseils comme ça au passage. Qu'est-ce que tu retiens de cette Ça a été une expérience très dure au départ. C'est vrai? 30 000 personnes. Je démarre pas trop mal, et après 31 personnes, presque à tous les matchs, Montagnier, Destitution, Montagnier, Destitution. Ils voulaient tous couper la tête. Et il y a même une fois, tu sais comment c'est la presse là-bas, hein, tu as 3 dépêches du midi, tu as 3 équipes, Mundo Deportivo, AS, Marca, la tête de mon successeur qui va arriver la semaine d'après. Mais bon, on gagne. Et tu veux dire, pour l'anecdote, on gagne sur un but de 50 mètres. C'est-à-dire qu'on joue le Betis-Séville à Betis, et tout le monde dit, l'équipe qui perd, l'entraîneur il saute. Tu vois. On gagne 2-0, 2-1, 2-2, Antoine loupe un péno, et puis je suis fort à la mot devant nous. Et j'ai mon défenseur central, qu'est-ce qu'il y a pris, je ne sais pas. Il sort avec le ballon, et il marque des 60 mètres. Il te met une mine de 60 mètres. De 60 mètres. Et il sauve ma tête. Et derrière, on gagne, et puis après, ça va un peu mieux, même si c'est étendu. Il n'y a que vraiment les 6 derniers mois où là, l'équipe explose tout le monde, même le Barça, parce que j'ai eu que des jeunes. Des fois, j'alignais 11 joueurs titulaires, 11 sur le titulaire de la Cantera, du centre de formation. Et on avait toujours 8-9, mais 11, c'était dur parce que Claudio Bravo était le gardien chilien. Et donc, une expérience très difficile. Et après, une expérience footballistique où la sensation, sur les 6 derniers mois, qu'ils n'avaient pas besoin d'entraîneur. 2-3 trucs à la mi-temps, bon alors, ça va. Et tu finis 4e et tu te qualifies pour la Champions League. Derrière, tu vas à Rennes. Ouais. Ok. On est en 2013, une aventure qui dure 2 saisons et demie jusqu'à janvier 2016. Ce retour en France, là, raconte-nous aussi comment ça se... C'était pas facile parce que c'était Pierre Dréossi qui m'avait recruté. Et un mois après, il est viré. Donc ça bouscule. Et c'était, voilà, on a des jeunes, il faut essayer de faire performer les jeunes, etc. On a le 9e ou 10e budget, c'était pas comme le Stade Rennais maintenant. Mais on s'aperçoit quand même que ça ne suffit pas, que les Rennais ils ont envie que leur équipe monte plus haut, mais tu as moins de moyens. Et la grosse frustration, c'est d'être licencié en étant 5e à 3 points du podium. C'était bizarre. Et l'équipe finalement finit 8e à 13 points du leader. Donc finalement, c'est un peu beaucoup de regrets. Autant quand tu es mal classé et tout ça, tu sais que c'est le rôle. Tu dis, bien sûr. Mais quand tu n'es pas mal classé et puis tu es si près du podium, tu dis bon, pourquoi paniquer, mais bon. Les boss, c'est les boss, hein, c'est eux qui décident. Et puis là, tu as cette aventure anglaise, Nottingham Forest, avec donc Christian Carambeu qui te fait un appel du pied. Ça aussi, c'est fou. Quelques mois seulement. Est-ce que là, dans ce parcours d'entraîneur, il est là, ton mauvais choix, ou pas? Ah non, pas du tout, parce qu'on a... pour la petite histoire, Christian au début me contacte pour l'Olympiakos. Tu sais, c'est le conseiller du président de l'OL, Marianakis, pour venir à l'Olympiakos. Je dis, écoute, moi, football grec, vraiment, ça ne me tente pas. Il me dit, écoute, déjà, je te remercie de penser à moi. Tout ça, bon. Et, alors, un truc de fou, hein, je vais le dire après. Et j'étais commentateur pour France Info, Radio France Bleu. Et il me contacte, il me dit, écoute, on va racheter Nottingham, est-ce que ça t'intéresse? Je dis là, par contre, ça m'intéresse. Que moi, Nottingham, c'est Peter Shilton, Mestar, Viv Anderson de Champions League. Historique. Et puis l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Donc je dis là, ça m'intéresse. Il me dit, écoute, on est en train de racheter le club, on a pris un directeur sportif portugais, il veut te rencontrer, et voilà. Et ça se passe comme ça. Voilà. Et après, j'ai pas de nouvelles. Et je suis ici à Toulouse, en train de commenter. Et il m'appelle là, il me dit c'est vous qu'on veut, demain il faut que vous soyez à Londres. Et je prends l'avion, là, truc de presse. J'adore. J'appelle ma femme, je dis bon, je rentre pas à la maison, je pars à Londres pour signer le contrat, etc. Et ça se passe bien, etc. Bon, une équipe qui était en difficulté, tu vois, beaucoup de jeunes, ça me plaisait bien. Et je trouvais qu'il y avait de la qualité, dont un qui s'appelait Oliver Burke. Et le Oliver Burke, il explose tout au mois d'août. Mais le rachat n'avait pas été fait. Et donc le chairman, un Koweïti qui s'appelait Fawaz, détesté par tout le public, parce qu'il faisait que des conneries. Et je suis obligé d'être composé un peu avec lui, et notre directeur sportif aussi. Et comme un jeune explose, toute la planète foot le veut. Donc il le vend à Leipzig, 25 millions ou 30 millions de pounds. Et je dis, mais nous, c'est plus pareil, quoi. Marianakis, il dit, si vous vendez les bijoux de famille, nous, on ne rachète pas le club. Bien sûr. Directeur sportif dit, moi, je ne suis pas venu pour ce projet-là.
je démissionne. Eh oui, j'ai compris. Directeur général qui était un Français, je m'entendais bien. Je dis bon, c'est le bordel, je démissionne. Donc je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Avec 2-3 joueurs qui sont partis et avec un actionnaire qui m'avait pas recruté en fait. Bien entendu. Et la particularité, c'est qu'on a vendu un autre joueur qui s'appelait Henry Lansbury, qui était formé à Arsenal et qui voulait à tout prix vendre. Et et on vient me voir, son chauffeur vient me voir, il me dit il faut qu'on vende Henry à Aston Villa. Et je dis qui on? Il dit toi et moi. Je dis mais Hassan, t'es chauffeur, t'es pas. Il dit ouais, mais ça va être comme ça. Et c'est là j'ai dit écoutez, on va s'arranger, je rentre chez moi. Et le projet n'était plus du tout ce qui était au départ. Quoi. Bien sûr. Il y a eu la parenthèse également avec les U20. Hein. À la fédération, c'était une bonne parenthèse parce que non seulement j'étais aussi instructeur pour le diplôme du BEPF. Et pour la petite histoire, j'étais le... Ouais, c'est ça. 17-18. Ouais, et j'étais le tuteur de Michael Debeff qui passait son diplôme. Donc je faisais passer le diplôme aux entraîneurs. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré après pour aller à Lens. Et maintenant, t'as fait passer les diplômes. Bah, surtout, j'ai vu qu'il était bon. Debeff, et tu t'es dit, oh lui, il est pas mal. Quelque part, je me le chope. Ouais, mais ça a été vraiment une bonne expérience. Et c'est Hubert Fournier d'ETN qui m'avait fait venir pour les sélections, pour le diplôme, aussi pour l'international, comme je parlais plusieurs langues, pour développer les relations internationales avec d'autres fédés. Du coup, derrière, tu vas dans l'un des plus gros bastions de ce qu'est le foot populaire, Lens. Ouais, une super. Moi, j'ai fait quand même 5 ans à Boulogne, 2 ans à... 2018, février 2020. 2 ans à Valenciennes, donc je suis un peu un ch'ti d'adoption. Ouais, c'est vrai. Je suis chez moi là-bas. C'est un club, j'ai toujours rêvé de jouer quand j'étais joueur. Quand Eric Roy, qui était directeur sportif, me contacte pour ça, forcément, c'est un challenge qui me plaît bien. Et moi, je voyais bien un club qui pouvait monter en Ligue 1, mais surtout qui pouvait atteindre la Coupe d'Europe. C'est un club qui doit jouer la Coupe d'Europe. La première année, on échoue pas de grand-chose au barrage. Et l'année d'après, on monte quand même une bonne équipe. Et puis, on perd 3 matchs. Et puis, je sens bien que les dirigeants paniquent en disant... Il faut trouver une solution. Ouais. Alors, quand même, la particularité, c'est quand même... Tu changes, il y a 2 matchs, et il y a le Covid, et ça s'arrête. Oh non. Donc, Franck prend l'équipe, Francaise, et en fait, il fait que 2 matchs. Et à l'arrivée, le championnat s'arrête, et Lens monte. À 2 matchs près, je reste là-bas et je continue l'aventure. Ouais. La Belgique, on s'était revu avec ton aventure au Standard. Ouais. Frustration? Non, il fallait qu'on se qualifie pour l'Europa League et qu'on joue le titre. Mais très vite, j'ai vu que tu n'as pas les moyens de tes ambitions. C'est-à-dire que tu as 2 attaquants qui ont mis 2 buts en 5 ans, et tu te dis, je vois pas comment... Alors, pareil, tu pioches chez les jeunes. Il y en a un ou 2, pareil, on a vendu quelques-uns qui n'avaient jamais joué et puis qui ont rapporté beaucoup d'argent. Tu enchaînes en 3 mois, tous les 3 jours. Toi, tu joues à Benfica, tu reviens, tu repars à Anvers, et puis tu n'as pas l'effectif pour ça. Et surtout, tu n'as pas les joueurs offensifs pour ça. Parce que Mais tu l'as pas senti avant, ça? Nous, on est prétentieux aussi, les coachs. On pense qu'on va réussir à faire beaucoup avec peu de moyens. Et du coup, au départ, ça marche bien. Mais les jeunes, forcément, après, ils ont plus de gaz, tu peux plus compter dessus. Puis les cadres, ils ont pas le niveau, quoi. Nous, pour réussir, on a quand même aussi besoin, de matières premières, de structure. Et voilà, l'année dernière, si on bat le record de buts inscrits dans l'histoire de la Ligue 2, mais parce que j'ai des bons attaquants. Hein. Bien sûr. Et puis Toulouse. Je voulais juste que tu m'évoques peut-être cette joie, c'est cette montée en Ligue 1 que Toulouse attendait. Cette image-là. Ouais, elle est forte parce que moi j'ai connu la montée comme joueur. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs dans le même club qui ont connu une montée comme joueur et comme entraîneur. Et surtout, ça a été, mine de rien, il a fallu construire parce que quand j'arrive, ils ont échoué donc au barrage. On sent l'équipe traumatisée et le club perd 8 joueurs majeurs sur 11. Donc il a fallu, avec le noyau dur, repartir, redécouvrir des jeunes aussi. Et donc on démarre plutôt bien au niveau résultat et au niveau contenu plutôt moins bien. Pour finir très bien au niveau résultat et très bien aussi du niveau du contenu parce qu'on n'a perdu que 4 matchs et puis battre le record de buts lorsqu'on veut prôner un jeu offensif, c'est quand même appréciable. Élu meilleur entraîneur du championnat de France de Ligue 2, bien évidemment. Que j'avais eu avec Boulogne. Et que tu avais eu également avec Boulogne. Ouais. Ah, j'adore. Et que j'ai eu aussi à la Real Sociedad, mais là c'est en Ligue 1. Devant Mourinho et puis de Simeone. C'est vrai. Attends, meilleur entraîneur de la Ligue 1 devant José Mourinho. Ouais. Ah, j'adore ça. Ouais. Je te montre une dernière photo pour boucler la boucle. C'est celle-ci. Avec ton papa. Et je te pose une question toute simple. Oui.
Tu serais aujourd'hui à la place de Michel Bensoussan. Tu dirais quoi à ce gamin? Tu sais, des fois, nous, on est obligé d'être cassant, dire putain, t'as le niveau, t'as pas le niveau. Et souvent, je dis, croyez en vous. Peut-être que moi, je me trompe, parce qu'il y a des joueurs auxquels on fait pas confiance, on pense qu'ils y sont pas dedans. Je pense qu'à ce moment-là, personne ne s'attend à ce que je fasse une carrière, quoi. Je suis un tout petit étudiant, payé au match. Moi, à ce moment-là, je ne pense pas faire une carrière comme joueur. Hein. Ça ne m'effleure pas l'esprit. Par contre, m'entraîner avec les pros, arriver à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant, me perfectionner, etc., ça a toujours été mon moteur. Felipe, muchísimas gracias. De nada. Merci Philippe.